Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette édition du magazine de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain Archiculture. Ce numéro est très spécial. Voilà une année jour pour jour que le magazine Archiculture a été lancé suite à une collaboration entre l'agence de communication Impact Com Media et l'agence Ama Architecture. Une année d'échange et d'analyse sur les problématiques urbaines. Joignez-vous à nous aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour souhaiter joyeux anniversaire à Archiculture. Dans la première partie de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons aborder la question des servitudes. Ces dernières sont des restrictions ou obligations imposées par l'autorité publique sur l'usage d'un terrain ou d'un bien immobilier de l'intérêt général ou privé. Découvrez plus sur ces servitudes et la réglementation en la matière au Niger dans ce reportage. En urbanisme, les servitudes peuvent être définies comme des contraintes légales ou conventionnelles imposées à un bien immobilier ou à un terrain en vue de répondre à des besoins d'intérêt général ou d'organiser les rapports entre propriétaires voisins. On distingue dans cet ordre les servitudes d'utilité publique et les servitudes privées. Ces dernières visent à garantir une cohabitation harmonieuse, à préserver l'environnement et à favoriser un aménagement équilibré de l'espace ou du territoire. Premièrement, la servitude d'utilité privée, là c'est le code civil, le texte de référence, et les servitudes dites d'utilité publique, donc là pour l'intérêt général, mais au regard de la réglementation actuellement en vigueur, la loi fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement, la loi fixant les principes fondamentaux de la construction et de l'habitation et le décret de 1928 sur justement le domaine public et les servitudes d'utilité publique en Afrique occidentale française aborde ou institue des servitudes de cette nature, mais n'en donne pas de manière précise la définition, contrairement à la servitude d'utilité privée du Code civil qui dit que la servitude est tout simplement une charge pesant sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire. Donc par héritage, il faut entendre l'immeuble ou le terrain. Au Niger, bien que certains documents de loi abordent la question des servitudes, des insuffisances sont à relever dans leur réglementation et surtout le suivi de leur application, particulièrement en ce qui concerne les servitudes d'utilité publique. Il y a le décret de 1928 sur le domaine public et les servitudes d'utilité publique qui justement a décrété une série de servitudes de passage, d'implantation, de circulation et d'appui pour des travaux publics divers et les autres servitudes d'esthétique, là c'est les propriétés privées dans l'intérêt général. Et maintenant tout récemment avec la loi d'urbanisme et la loi de la construction, d'autres servitudes ont été définies, mais en vérité qui sont déjà dans le décret de 1928. Sauf que ni le décret de 28, ni les nouvelles lois n'ont donné le détail, la définition même ils ne l'ont pas donnée, mais ils ont cité une série de servitudes de ces natures-là. Dans les faits, le respect de ces servitudes reste problématique. Leur utilité et la réglementation semblent méconnues du grand public. Je vois aujourd'hui tous les nouveaux immeubles qui poussent à Niamey. Tout de suite parce que le gars il a un peu les moyens, il barricade, il délimite tout le reste du domaine public de Ouari. Il met des pavés, il met des grilles, ils empêchent même aux gens de passer. Alors même que l'objet de la rue, au-delà de la circulation mécanique, les véhicules, mais le reste là c'est pour les piétons et c'est pour le passage des réseaux enterrés. Tout ça, vous devez être autorisé pour pouvoir le faire. Et qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup ne connaissent pas? Encore qu'on dit par principe, nul n'est censé ignorer la loi,
mais faudrait-il effectivement que cette loi soit accessible pour la connaître. Donc là, du coup, ça met du doigt la responsabilité de l'autorité publique qui doit, une fois que les lois sont adoptées, promulguer, prendre des mesures pour une large diffusion, une large communication, parce que c'est sa façon à elle d'aider le citoyen lambda à connaître donc les dispositions qui s'appliquent. Dans la deuxième partie de ce numéro, chers téléspectateurs, nous allons découvrir une discipline de l'architecture dont l'une des missions est d'embellir nos espaces de vie et notre environnement. Je parle de l'architecture du paysage. Nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste qui nous explique cette discipline. Suivez. L'architecture de paysage, c'est une discipline assez récente quand même, parce que c'est à partir des années 1800, n'est-ce pas, aux États-Unis que le concept était né. Donc l'architecture de paysage, c'est la planification, le design, la supervision des travaux d'aménagement des espaces. Et ça peut être privé, public, urbain et périurbain, et même à l'échelle nationale. L'architecte paysagiste, il travaille avec le hardscape, c'est-à-dire les choses dures, des matériaux qui sont inertes. Et il travaille aussi avec le softscape, des matériaux qui sont vivants. Voyez-vous, l'architecte paysagiste, il est différent de l'architecte dans le sens où l'architecte est beaucoup plus axé sur les méthodes de construction, les techniques, les systèmes. Alors que l'architecte paysagiste, ce qui est le plus important pour lui, c'est la composition environnementale, l'écologie, le social, l'histoire qu'il essaye de représenter à travers les places qu'il dessine, les places qu'il conçoit. L'architecture de paysage, elle est très importante pour un pays comme le Niger parce que comme vous savez, le Niger, c'est un pays où tout est à faire. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, au niveau de la ville de Niamey ici, vous avez à chaque saison des pluies des caniveaux qui se bouchent. Vous avez de la poussière un peu partout. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des vents très fougueux, des vents chargés de poussière qui inondent la ville. Parce que tout simplement, il n'y a pas de brise-vent, il n'y a pas de... La ceinture verte là, par exemple, qui est là présentement, et c'est la seule que nous avons et qui entoure Niamey. Elle est même avalée par la ville. Donc l'architecte paysagiste, si vous voulez, il peut aider en faisant en sorte qu'il n'y a pas de conséquences de ces vents-là dans la ville. L'architecte paysagiste, à travers sa conception, il peut créer des endroits très beaux à voir. Vous savez, en architecture de paysage, il y a le concept des jardins thérapeutiques. Okay, des choses, quand vous les voyez, ça vous donne envie de vivre. Vous voyez, l'architecte paysagiste aussi, c'est quelqu'un qui œuvre pour la transition en douce entre l'environnement construit et l'environnement qui n'est pas construit. Voyez-vous, aux alentours des bâtiments, dès que vous sortez d'un bâtiment, pop, vous êtes dans la rue, voyez-vous, la transition elle est brusque. L'amélioration du cadre de vie à travers l'architecture de paysage s'est fait à travers des conceptions qui sont fortes, qui sont chères. L'architecture de paysage, elle t'incite à vouloir vivre, elle t'incite à apprécier ton environnement. Je vous prends un seul exemple. Normalement, dans une population, il doit y avoir des espaces de loisirs. L'architecte paysagiste peut concevoir des parcs de loisirs, des parcs sportifs. Okay, des parcs aussi, des theme parks. Et en partant dans ces parcs-là, la population, elle fait des exercices, elle fait des mouvements, et du coup, elle ne tombe pas facilement malade. Et ça économise dans ce cas-là, dans les frais médicaux. Les challenges, il y en a beaucoup. Parce que même l'architecture de bâtiment n'est pas assez connue ici. N'est-ce pas, à plus forte raison, une architecture spécialisée. Les défis, c'est surtout au niveau de la compréhension du public. Les jeunes ne comprennent pas l'importance de ça. C'est surtout ça le défi. Vous allez voir même des intellectuels, ils font appel à des jardiniers ou à des fleuristes pour dire que d'aménager ça, d'aménager ça. Alors que
En réalité, en faisant appel à l'architecte paysagiste, ils vont économiser beaucoup et le résultat aussi sera très positif à long terme. En conseil pratique, chers spectateurs, nous allons parler du choix de la peinture dans les projets de construction. En quoi est-il important de bien choisir le type de sa peinture et surtout la couleur? Les réponses tout de suite. Le choix de la peinture est très important pour plusieurs raisons. Nous avons l'esthétique, nous avons la fonctionnalité et nous avons aussi la durabilité. Dans le volet esthétique, nous remarquons plusieurs points. Nous avons l'ambiance, nous avons le style. Le style, c'est le style qui est propre au choix même du client. Nous avons aussi l'aspect harmonie, parce qu'il faut que la peinture soit en harmonie avec les éléments même de la pièce, notamment les mobiliers, les matériaux et aussi les éléments de décoration. Concernant la durabilité et l'entretien, choisir une peinture de qualité, en fait, c'est essentiel parce que ça permet à long terme de faire un bon choix en fait. Et l'entretien est plus facile en fait, c'est ça la base. Sur le volet fonctionnalité, il faut savoir que le choix de cette peinture-là, la couleur par exemple, elle est essentielle parce que pour une pièce, un espace petit, on aura l'impression, c'est une illusion d'optique, que la pièce elle est plus grande alors que ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs types de peintures, mais ces peintures-là sont déterminées selon la fonction et les caractères de la pièce. Pour une chambre à coucher, par exemple, on utilise généralement des peintures mates, puisque ces peintures-là, elles sont agréables et conviviales, une fonctionnalité vraiment apaisante. Et on utilise aussi la peinture écologique, puisque, bon, pour les autres espaces aussi c'est important, mais essentiellement pour la chambre à coucher, c'est important puisque c'est là-bas que, je peux me le permettre, l'esprit se repose. On arrive à mieux respirer, on doit respirer de l'air pur. Donc, il faut tout faire pour utiliser des matériaux qui contiennent le minimum de COV. Ce sont des composés organiques volatiles. Par contre, dans les salles de bain ou dans les cuisines, ce sont des espaces qui sont humides. Donc, on ne peut pas utiliser cette peinture mate-là pour ces salles de bain parce qu'elles vont retenir des microbes et même l'eau va détériorer ces peintures. Donc là, on utilise des peintures soit satinées ou des peintures glycéro, ce qu'on appelle communément peinture à huile, parce que ça ne retient pas l'eau et puis c'est facilement entretenable. Nous avons le fait que les gens utilisent par exemple la peinture faite pour l'extérieur à l'intérieur. Parce que les peintures faites pour l'intérieur, on essaie de diminuer le maximum de COV. Ça accentue cette composée organique. Parmi ces erreurs, il y a aussi le fait de ne pas bien entretenir la paroi où on veut appliquer la peinture avant même l'application de la peinture, ou le fait d'appliquer la peinture sur une paroi qui est humide. Dans chaque peinture, il y a des composés chimiques. C'est pour cela qu'on conseille de bien faire le choix de ces peintures-là. Il ne faut pas se dire que chaque peinture choisie en vaut la peine. Non, il faut faire ce choix-là puisque ça en va dans votre intérêt, vous qui occupez ces espaces-là. Parce que pour nous, par exemple, adultes, on peut peut-être s'adapter, mais pour les enfants, vous voyez, c'est très toxique à eux. Maintenant, il y a ceux qui sont allergiques à certaines peintures. Donc, il y a des peintures qui sont dépourvues de ces genres d'allergies. Il y a toutes ces études-là en fait, qu'il faut faire afin de se lancer vers le choix de la peinture. Le choix de cette couleur-là, elle est importante, puisqu'il y a des couleurs qui gardent la saleté. Nous, on a la poussière ici au Niger. Donc, il faudrait prendre ça en considération. Il y a des peintures qui ne gardent pas ces poussières-là. Il y a des peintures qui sont auto-nettoyantes, même il y a des peintures qui sont auto-nettoyantes. Donc, ces saletés, ces poussières, ça les évacue. Donc, dans ces choix-là, par exemple, choisir une couleur, par exemple, mate, blanche, sur une façade extérieure, c'est vraiment pas le meilleur choix à faire. Cette peinture, non seulement elle va garder la saleté, il y aura des résidus qui seront accrochés et en plus de ça, elle ne sera pas nettoyable. Donc c'est pour cela, si vous trouvez que le choix il est difficile pour vous, il faut vous référer à des gens qui connaissent le domaine en fait.
Chers téléspectateurs, c'est avec cette rubrique consacrée au choix de la peinture dans les projets de construction qui prend fin ce numéro de votre magazine Archiculture. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. Vous pouvez interagir avec nous via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur ces plateformes et surtout sur la radio Challenge FM. Au revoir.